L'invité politique du 17-20 avec vous, Jean-Jérôme Bertolus. En face de vous, un député La République En Marche de Paris qui est également vice-président de l'Assemblée nationale. Hugues Rançon, bonsoir. Bonsoir. Alors on le disait, 29 ministres sont ce soir dans toute la France pour tenter de rencontrer les Français. C'est un coup de com'? Ce n'est certainement pas un coup de com'. Vous savez que ça y ressemble. En tout cas, aujourd'hui, le premier anniversaire du gouvernement d'Édouard Philippe. Et pour nous, ce premier anniversaire, ça ne doit pas être ni un temps de fête, ni un temps de célébration ou d'auto-justification. Pourtant, il y a eu une fête il y a 2 jours. Il y a eu une fête à Paris il y a 2 jours. La volonté d'aller sur le terrain à la rencontre des Français pour les écouter, percevoir soit leur impatience, soit leurs encouragements, soit leurs inquiétudes. Et c'est aussi très certainement pour nous très important de pouvoir faire la pédagogie de tout ce qui est fait depuis maintenant 1 an. Beaucoup a été fait depuis 1 an. Il y a des réformes que certains imaginent tous azimuts. Ce sont des réformes qui impressionnent par leur densité, par leur rythme. Justement, les réformes s'enchaînent. Hugues Rançon, je vous coupe, les réformes s'enchaînent. Il y a beaucoup effectivement de réformes, d'ores et déjà en application ou à l'Assemblée qui vont être votées. Ce soir, le Premier ministre est d'ailleurs sur France 3 en ce moment même. Est-ce que ça veut dire aussi que ce gouvernement, il n'y a pas de récit finalement? Les Français ne savent pas très bien où ils vont. Vous savez, c'est depuis 1 an une politique qui est menée avec quelques grandes caractéristiques. La première des caractéristiques, c'est que ce sont des engagements et des promesses de campagne qui sont tenus. Tout ce que nous appliquons aujourd'hui, nous l'avions annoncé. La deuxième grande caractéristique, c'est une caractéristique de méthode. Il y a sur chacune des grandes réformes un temps de concertation et de discussion, et il y a un temps de décision. Et nous avons retrouvé cette verticalité dont tout le monde parle, avec une décision qui est assumée. Et puis il y a aussi des décisions qui sont difficiles. Et je crois que nous sommes dans un temps de courage politique, où l'actualité du jour nous a montré les décisions qui étaient prises sur Notre-Dame-des-Landes, près de 40 ans d'inaction. Aujourd'hui, vous avez un président qui n'a pas la main qui tremble lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Vous avez un gouvernement qui travaille, parce qu'en réalité, la France, vous savez, c'était une belle endormie qui était peu à peu de moins en moins belle et de plus en plus endormie. Aujourd'hui, nous avons décidé d'agir et nous rentrons dans le plus dur, à savoir la culture du résultat. Nous serons jugés sur les résultats et nous sommes dans ce temps-là nouveau, politique, de la politique par la preuve, de la politique de la preuve. Les Français attendent, et c'est très légitime, que la politique et que les réformes que nous menons produisent leurs effets en matière d'emploi, de pouvoir d'achat, de sécurité. Nous le ferons. Sont portées, produisent de la grogne pour certaines. On le voit à la SNCF, on le voit dans les universités, on le voit également, ou peut-être pas là, il n'y a pas assez de changements dans les hôpitaux. Elles sont portées par des ministres qui souvent sont totalement inconnus des Français, souvent techno, qui ont peut-être du mal à aller justement à la rencontre des Français, à porter l'ensemble de la politique du gouvernement. Édouard Philippe a demandé à ses ministres d'aller effectivement un petit peu plus à la rencontre de la réalité quotidienne des Français. Alors, vous le partagez, vous êtes un député politique. Vous commenciez cette interview en me disant que c'était un coup de communication que d'aller à la rencontre des Français. Le gouvernement a fait des déplacements, des opérations délocalisées. Ça a été le cas à Nancy, ça a été le cas dans le Lot, ça a été le cas dans le Cher. Ce soir, il y a une opération qui est inédite parce qu'elle est disséminée partout sur le territoire. Mais vous avez des femmes et des hommes politiques, des responsables publics qui veulent sortir du temps où on s'enfermait dans les palais de la République, dans ce que certains considéraient comme des tours d'ivoire, un peu trop techno. Pour aller à la rencontre. Mais non, vous avez aujourd'hui des experts, des spécialistes, des personnalités qui portent des combats qu'ils connaissent parfaitement. Vous savez, on a longtemps souhaité que s'investisse la société civile. La société civile, aujourd'hui, elle est au gouvernement, elle est au Parlement. La représentation nationale fait justement la place à des experts. Je pense à mon ami Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, qui, lorsqu'il parle de sécurité et de terrorisme, je crois, a quelque chose à nous apprendre et à apporter au débat. Sauf que la société civile, quand elle veut avoir une vie normale, elle se déplace sans voitures officielles, sans garde du corps, sans journalistes autour. Ce n'est jamais le cas pour les ministres. Donc le temps des palais de la République, il est pas lié à En Marche, il est lié à notre fonctionnement, tout simplement. Vous avez aujourd'hui des ministres, des députés qui se déplacent sur le terrain, qui vont à la rencontre, qui vont faire la pédagogie des réformes. Puis vous avez dit tout à l'heure, Jean-Jérôme Bertolus, qu'il fallait certainement travailler sur le récit. Vous avez raison. Nous devons certainement bien travailler davantage sur la pédagogie de chaque... Il faut écouter les inquiétudes des Français, il faut faire de la pédagogie. Tiens, 2 phrases tiroirs sorties par tous les hommes politiques dès que c'est compliqué depuis 25 ans. C'est le cas aujourd'hui. Oui, dès que ça va pas, il faut faire de la pédagogie. Mais il faut faire de la pédagogie tout le temps, vous savez. On n'a rien à perdre. Mais les hommes politiques ne le disent que quand ça va pas. Davantage expliquer
compliquer les choses. Aujourd'hui, nous avons des réformes qui sont attendues, qui n'avaient pas été faites. Vous savez, ça fait des années et des années que la poussière est mise sous le tapis, que les réformes ne sont pas faites. Vous avez aujourd'hui ça un a été dit gouvernement. par Nicolas Sarkozy. Vous avez un gouvernement qui veut agir, mais vous avez les références que vous souhaitez. Aujourd'hui, je crois précisément que les Français reconnaissent, peuvent contester certaines de nos réformes, mais ne nous contestent pas le fait d'agir, de bouger et de faire bien davantage que ce qui n'avait été fait jusqu'à présent. Au-delà du récit, au-delà de la pédagogie, il y a quand même une politique menée par le gouvernement depuis 1 an. Le slogan du président de la République, c'est « libérer, protéger, unir ». Pour l'instant, on a davantage libéré que protégé. Est-ce qu'il faut que le gouvernement mène une politique plus sociale, recrée un pacte social avec les Français? Écoutez, en tout cas, ce n'est pas vrai de dire que la politique aujourd'hui n'est pas sociale. J'entends les slogans, les postures, les effets de manche sur les même au sein de votre majorité, il y a des députés qui le disent officiellement. C'est que nous voulons porter avec beaucoup d'ambition, un nouveau contrat social dans ce pays. Ça veut dire quoi, un nouveau contrat social? Ça veut dire porter une politique d'égalité réelle, de casser les barrières, de faire une présence d'un État puissant partout sur le territoire, dans les quartiers, dans les territoires ruraux. Ça veut dire aussi, deuxième pilier, aborder des réformes qui n'avaient pas été faites pour transformer la France et l'adapter aux défis du monde. Vous savez, la politique sociale, c'est celle qui permet à chacun d'avoir un job, de pouvoir être payé de ce job, de pouvoir suivre des études, de pouvoir passer même les examens pour pouvoir se créer un parcours et s'émanciper. Et puis, le troisième pilier de ce que j'appelle le pacte social, ce nouveau contrat social, c'est une société inclusive. C'est une société où chacun, quel que soit son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son origine, peut trouver sa place. Nous avons beaucoup à faire parce qu'il s'agit là-dessus de changer ce nouveau contrat social à un moment donné où beaucoup de formations politiques se replient derrière. Ce nouveau contrat social, aujourd'hui, nous voulons être une société ouverte, bienveillante et tolérante. Ce nouveau contrat social, Hugues Rançon, ça va être effectivement la pente de ce gouvernement. C'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre au cours de cette deuxième année du quinquennat. En tout cas, c'est votre souhait. C'est en tout cas mon souhait. C'est ce que nous portons, et c'est précisément travailler sur la logique d'émancipation et de l'égalité réelle. Aujourd'hui, l'égalité n'est qu'une incantation. Travailler sur l'égalité réelle me paraît être une priorité importante dans l'action. Un exemple, Hugues Rançon. Les salariés de PSA à Vesoul, 3000 salariés. On leur propose, la direction de PSA, qui a eu des résultats records en 2017, un vote interne dans l'entreprise. Travailler 2 heures de plus, il y aura moins de salariés à l'avenir, vous ne gagnerez pas plus. Où est l'égalité? Alors déjà, avec un vote comme celui-là, il y a un vote, donc les salariés auront à se prononcer. Je crois que justement, l'exemple d'Air France... Et auront peur de perdre leur emploi, donc voteront en acceptant... Écoutez, précisément, puisque vous avez dû traiter très certainement la semaine dernière l'exemple de Air France, vous avez noté que les salariés parfois pouvaient s'opposer à des propositions qui étaient faites par leur direction. Et aujourd'hui, je crois que c'est plutôt une perspective chez PSA qui est intéressante. On va suivre cette question. Une dernière question, Nicolas Hulot qui fait... on va le dire rapidement, mais un chantage à la démission. Est-ce que vous, les parlementaires, vous commencez pas à être un petit peu lassés de cette méthode? Après tout, on vous avait dit, ne vous plaignez pas, arrêtez, vous avez un job en or. Et on voit un ministre qui, on va dire tous les 4 matins, met sa démission dans la balance. Il est irremplaçable, Nicolas Hulot? Moi, je pense que Nicolas Hulot, c'est une figure de ce gouvernement. Il porte le combat de la transition écologique et solidaire, qu'il veut être utile, qu'il souhaite donc vous comprenez être ces états d'âme utile et qu'il veut faire le bilan de son utilité. Je pense, moi, que son utilité, elle est précisément au gouvernement. Nous avons besoin de Nicolas Hulot et nous avons besoin de sa vision d'une société qui se transforme parce que lui, plus que n'importe quel autre, a anticipé la question de la transition écologique et environnementale. Donc moi, évidemment, je souhaite que Nicolas Hulot continue à porter ses combats à l'intérieur du gouvernement plus qu'à l'extérieur. Merci Hugues Rançon. Merci Jean-Jérôme Bertolus. On vous retrouve demain pour l'invité politique du 17-20.